Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Dans sa stratégie de riposte face à la pandémie du coronavirus, le gouvernement camerounais avait arrêté dès le 18 mars dernier 13 mesures. Parmi elles, la fermeture des débits de boissons, restaurants et lieux de loisirs à partir de 18h. Tout comme les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun devaient rester fermées. Les vols passagers en provenance de l'étranger devaient être suspendus, à l'exception des vols des cargos, navires transportant des produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels. Toutefois, prenant la mesure des résultats encourageants selon le gouvernement, observés dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le Covid-19, le gouvernement a décidé des mesures d'assouplissement et de soutien le 30 avril 2020, provoquant ainsi un relâchement regrettable des gestes barrières. Et pour assouplir davantage les mesures du 17 mars, le chef de l'État vient d'instruire la réouverture des aéroports de Yaoundé-Nsimalen et de Douala pour les vols commerciaux de la compagnie Air France entre le 4 mai et le 30 juin 2020. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par, comme toujours, Cédric Noufelet. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Covid-19 et mesures gouvernementales, assouplissement et conséquences. Pour en parler, une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'étranger, l'extérieur, où nous attend Wilfried, Claude et Kanga. Bonsoir Wilfried. Bonsoir à Equinox TV, bonsoir à tous les spectateurs, bonsoir au plateau, et je suis content d'avoir été invité pour ce soir. Voilà, Wilfried, je rappelle que vous êtes à Francfort, en Allemagne. Toujours. Voilà. Oui. Voilà. Ici, à Douala, j'ai l'UDC. Paul Eyoum, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox. Ravi d'être là encore une fois de plus pour parler des affaires de la nation. Que se passe-t-il dans l'UDC? Bon, ce qui se passe dans l'UDC, c'est vrai, c'est un secret de polichinelle. Oui. Tout le monde est au courant. Il y a une situation, je ne sais pas si je vais dire de crise, mais disons que nous sommes en train de nous enfoncer dans la crise parce que vous savez qu'il y a eu le décès du docteur Adamoun Damdjoya, président national de l'UDC. Il y a un premier vice-président. Cyril Sambaka? Cyril Sambaka, effectivement. Qui ne conduit pas les affaires, juste au Congrès. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le 29e anniversaire du parti à Fumban, où un certain nombre de cadres ont estimé qu'il fallait organiser une réunion immédiate pour désigner quelqu'un qui allait conduire les affaires du parti, et sans avoir informé le premier vice-président. Parce ce qu'il faut dire, c'est que cette réunion devait être convoquée par le premier vice-président du parti. C'est pas lui qui a tenu ces réunions. Les textes disent aussi que les 2/3 des membres peuvent convoquer. Oui, effectivement. Et c'est là où le président Sambaka dit qu'aujourd'hui ne se pose pas un problème de légalité, mais un problème de légitimité. Oui. Dans la mesure où si des individus font une pétition dans son dos, il faut préciser qu'ils ne veulent pas de lui comme président du parti. Cela veut dire que il doit tirer les conclusions, tout simplement, parce que s'il voulait de lui comme le président du parti, ils allaient respecter non seulement l'esprit des tests, parce que vous savez qu'un vice-président, c'est celui qui remplace le président en cas de l'absence. Sinon, et aujourd'hui, nous entrons dans une sorte de débat de juridisme. Si nous faisons le juridisme avec la vacance d'un pouvoir, cela veut dire que la vice-présidente ne sert plus à rien, nulle part. Donc, aujourd'hui, voici la situation dans laquelle nous sommes. Madame Damdjoya a fait un communiqué hier pour
reprendre le premier vice-président Siri Sambaka, ce qui déjà est dommage parce que les affaires du parti se retrouvent sur la place publique. Et en plus de cela, je trouve malaisé, ça c'est mon avis personnel. Pourquoi vous êtes surpris? C'est comme ça au Cameroun maintenant, il y a les affaires du RDPC. Non, effectivement, pourquoi quand ça vous arrive, vous vous plaignez? Non, ce n'est pas que, vous savez, l'UDC a toujours fait la politique sur la base de l'éthique. Oui. Le docteur Ndamou Djamdjoua, vous savez qu'il a même créé une école d'éthique. Oui. Le président Siri Sambaka fait 29 ans comme militant de l'UDC, 10 ans de vice-présidence, et avant, il était déjà deuxième vice-président. Donc, 10 ans de premier vice-président, je précise. Aujourd'hui, 29 ans aux côtés d'Adamou Djamdjoua, voir la politique d'une certaine manière et comprendre que finalement, même l'UDC n'est pas épargné par les pratiques moyenâgeuses de la politique qui sont des mots au Cameroun. Parce que ce soit dans l'opposition comme dans le parti au pouvoir, il faut dénoncer tout ce genre. Et c'est pourquoi nous autres, de la nouvelle génération, la nouvelle classe politique, nous, au-delà des partis politiques, nous devons comprendre une chose. Le changement que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas un changement d'homme, mais c'est un changement dans les comportements, dans les attitudes. Parce que vous pouvez prendre n'importe quel parti, mais si les mêmes comportements, les mêmes mots qu'on décrit ici et là se reproduisent, cela veut dire qu'on va encore enfoncer notre pays. Donc j'attire l'attention de tous ceux qui m'écoutent ce soir, surtout ceux de ma génération, qui ont encore à donner à ce pays, de prendre exemple, de retenir les erreurs de la génération actuelle et de prendre exemple sur ce qui se fait mieux ailleurs pour qu'on puisse construire ce pays véritablement. Et il faut qu'on apprenne à respecter la démocratie dans notre pays. Merci. Poléum de l'Union démocratique du Cameroun. Ça fait sourire. Qu'est-ce qui vous fait sourire, maître Joseph-Claude Biliga, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Je tiens à dire bonsoir à tous vos téléspectateurs. Oui. À M. Kenga de Wilfried. Oui. Lorsque vous avez dit il va réagir aussi, hein, par rapport à ce qui se passe à l'UDC. Lorsque vous avez dit qu'il est à Francfort, et ça m'a rappelé un séjour que j'ai passé à Francfort il y a quelques années, une vingtaine d'années à Francfort et à Darmstadt, qui est à côté de Francfort. Et donc je suis content que je trouve quelqu'un qui vit dans cette ville, quoi. Oui. Je souris parce qu'en réalité, ce qui arrive, qui se passe à l'UDC, et qui a eu d'ailleurs à se passer dans tous les partis politiques d'opposition, presque tous les partis politiques d'opposition, c'est l'épreuve de la démocratie. Oui. C'est-à-dire, il est très facile pour eux de critiquer ce qui se passe dans le RDPC, mais lorsqu'on les met à l'épreuve, on se rend compte qu'ils sont pires. Vous parlez de... Non, c'est pas trop fort là, pire. Non, pire. je m'explique. Vous parlez de Sambaka, vous parlez d'un épisode en réalité. Oui. Enfin, un épisode. Un épisode. D'un épisode en réalité, parce que n'oubliez pas que dans l'UDC, tout le monde sait que c'est une gestion patrimoniale, c'est une gestion conjugale. Le président de l'UDC est député. Quand il cesse d'être député, c'est son épouse qui devient député. Il est maire. Quand il cesse d'être maire, c'est son épouse qui devient maire. Qu'est-ce qui vous surprend? Et je me rappelle même que lorsqu'il y a eu la délégation qui est dans le cadre du Grand Dialogue National, c'est pas Sambaka qui menait, alors que c'est lui, en fait, qui aurait pu le faire. Le président étant malade. Même lors des consultations chez le Premier ministre. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'en réalité, vous vous rendez compte que la réalité, c'est un faire-valoir. Et vous vous rendez compte que la plupart des partis politiques de Cameroun, la plupart, sinon tous les partis, ont généralement un président, le vice-président qui est originaire, ou qui est le patron du parti, qui est originaire, qui est d'un coin bien déterminé, dans le cas d'espèce de l'UDC. Je ne veux pas citer la tribu, permettez-moi, mais les autres qu'on met sont là, n'ont pas de pouvoir, le premier vice-président, le deuxième, troisième, et lorsque le président s'en va, la famille, la tribu reprend sa chose. Je crois que cette pétition qu'on a fait contre Sambaka, vous voyez bien que si aujourd'hui on parle vraiment beaucoup de l'UDC, c'est entre autres parce que Sambaka, il joue un rôle très important. On l'a vu très souvent sur les plateaux, défendre l'UDC. Et voilà, moi je pense que je ne veux pas même au côté des autres, mais je dis, tout le monde est à l'épreuve de la démocratie. Oui. Parce que c'est facile, lorsqu'on est de l'autre côté, d'insulter ceux qui sont dans le chaudron. Et lorsqu'on vous demande, votre moment arrive, de montrer également que vous êtes des démocrates, vous vous rendez compte que effectivement la pratique est difficile. Je terminerai tout simplement en disant que je voudrais quand même rendre hommage à ce grand homme qui a été
le président Dr Ndamou. Oui, docteur Adamou. Je me souviens que je fais partie de BPC 78. Ah oui. C'est-à-dire, nous sommes quelques rares là maintenant, mais nous étions de ceux qui avons cru à l'éthique lorsque ce monsieur, ce grand homme est venu montrer de mettre une autre façon d'éduquer, quoi, apporter de l'éthique au niveau de l'école. Je me rappelle que lorsqu'on nous invitions dans le cadre du club UNESCO de l'Université de Yaoundé faire des conférences à Amphi 700, c'était un événement. Nous étions très contents. À l'époque, c'était pas avec l'actuelle épouse, il avait une épouse expatriée, sauf si je me trompe, si, Madame Damdieu, qui était d'ailleurs enseignante aussi. Et c'était vraiment un événement pour nous. Lorsqu'on voit aujourd'hui qu'après sa mort, son héritage ne peut pas être bien soutenu, que dès qu'il tourne le dos, son parti commence à avoir ce genre de problème, ça nous fait mal au cœur. Ok, Wifi de Kanga, rapidement, ce qui se passe aujourd'hui dans l'UDC était prévisible? Je vais peut-être décevoir les uns et les autres, Serge, là, parce que il n'est pas de notre ressort à nous du MRC de commenter les querelles intestines d'un parti donné. Nous sommes sur le champ politique avec justement une ligne de mire principale qui est le RDPC. Et quand le GPS vous indique une ligne droite, vous ne vous occupez pas des ronds-points, des carrefours, des rues et des bretelles. Cependant, j'ai retenu quelque chose de fondamental dans ce que M. Eyoum a dit et qui est très juste. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas seulement se focaliser, peut-être j'ajoute le seulement, sur le changement de personnes, il faudra s'orienter sur le changement de système, parce qu'il est clair que les personnes peuvent changer et les systèmes perdurent. L'un n'exclut pas l'autre. Il ne faut pas se dire, parce qu'il faut changer le système, il faut oublier les personnes. Il faut changer tout un paradigme. Quand on parle de démocratie, il faut dire, M. Biliga, que ce n'est pas parce qu'il y a des querelles intestines dans l'UDC que les problèmes et les entourloupes critiques au RDPC ont pris fin. Bien au contraire, si vous avez un criminel à gauche, cela n'absout pas le criminel de droite, dont tout doit être pris en considération, de même que le Camerounais, de manière générale, le respect de l'opinion de l'autre, le respect de la vie et de la dignité humaine. Donc c'est ce que je dirais, comme ça de manière balayée. Je n'aimerais pas entrer dans les détails d'un parti qui n'est pas le mien. Voilà, je reste avec vous, Wifi de Kanga. On va rentrer tout de suite de plein pied comme ça dans ce qui nous rassemble aujourd'hui. Il y a cette correspondance du ministre Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibeye au directeur général du Cameroun, l'autorité aéronautique. Et il demande comme ça, sur haute instruction du chef de l'État, que les aéroports internationaux de Yaoundé et de Douala reprennent leur activité pour accueillir les vols d'Air France entre le 4 mai et le 30 juin. Comment vous accueillez ça? Pourquoi seulement Air France? Oui, Serge, là, je ne vais pas y aller par 4 chemins. On est dans la continuité du néocolonialisme. C'est-à-dire, on est en pleine crise du Covid-19, où les pays sont très prudents, même en Europe, les uns envers les autres. Et comme par hasard, c'est l'ex-colonie des pays d'Afrique francophone, parce qu'il n'y a pas que le Cameroun, il y a les vannes qui ont été ouvertes à partir du 1er juin qui seront ouvertes. On va y revenir, Wilfried. On va revenir sur l'ouverture des débits de boissons. Restons d'abord sur la note pour Air France. Non, quand je parle des vannes, je parle des frontières. Les frontières, à partir du 1er juin, Air France table aussi pour une ouverture des frontières avec la Côte d'Ivoire, et il y avait une escale au Bénin, et ça s'étend maintenant au Cameroun. En fait, la France est en train d'ouvrir les frontières de ses ex-colonies pour pouvoir de nouveau voyager vers ces zones-là. La formulation appartient à ce qu'on appelle le politiquement correct. C'est-à-dire, on fait croire que ce sont les autorités camerounaises qui ont demandé à Air France de pouvoir venir et qui lui ont ouvert les frontières. Non, c'est Air France qui a demandé, pour ne pas dire imposé, à ces anciennes colonies qui ne sont finalement pas si anciennes que ça, de pouvoir ouvrir à nouveau les frontières. Sinon, peut-être M. Ngalé Bibeye s'est concerté avec le ministre des Transports en Côte d'Ivoire, le ministre de la Protection civile au Bénin, pour avoir au même moment l'idée d'ouvrir les portes à la même compagnie, comme par hasard. Regardons, quand on voit les chiffres, actuellement, il y a 27 000 morts de Covid-19 en France. Il y a à peine une centaine au Cameroun et des chiffres plus ou moins similaires dans d'autres pays africains. Essayons d'inverser les rôles. S'il y a 27 000 morts du Covid-19 au Cameroun et 100 morts en France d'une maladie donnée,
Est-ce que les Français ouvriraient leurs frontières aussi facilement aux pays africains? Bien sûr que non. Pourquoi on n'a pas ouvert les frontières au Portugal? Le Portugal a 27 000 cas de Covid-19. La France a autant de morts que le Portugal n'a de cas, parce qu'au Portugal, il n'y a à peine qu'un millier de morts. Pourquoi ce n'est pas avec Air Portugal, par exemple, qu'on peut ouvrir si on a besoin peut-être de la fiscalité douanière ou des rentrées d'argent sur la taxe aéroportière et ce genre de choses? Pourquoi on n'ouvre pas les vannes avec des compagnies qui présentent un bilan inférieur? Air France a donc ouvert les frontières parce que eux, au bord de la crise, ils ont besoin de se redresser, ils ont besoin de faire du chiffre à nouveau. Et dans les concertations avec l'État camerounais, il y a la petite pitance que l'État camerounais va recueillir l'allocation du tarmac de l'aéroport et la fiscalité douanière. Mais sinon, c'est Air France encore qui va se faire les gros sauts sur cette nouvelle transaction perverse. Et quand je dis perverse, c'est pour rappeler une réalité à certains Camerounais. Parce que nous, de la diaspora, pas moi, puisque je ne suis pas allé au Cameroun, mais beaucoup de Camerounais de la diaspora qui sont avec vous actuellement ont été fortement critiqués parce qu'ils étaient venus au Cameroun prétendument propager le Covid-19. Même si on ne sait pas si c'est les Chinois, les Français, bon, on accuse la diaspora d'avoir amené le Covid-19. Lorsqu'il fallait faire la protection civile avec le ministre de l'Intérieur, l'administration territoriale au Cameroun, qui est plus dans la répression que dans la prévention, ils ne l'ont pas fait. On a laissé entrer les gens en toute légalité pour ensuite les accuser. Voilà la même hérésie qui est en train de se passer avec les Français. Ils sont encore en train de réfléchir s'ils vont continuer le déconfinement parce qu'il y a notamment dans la région de la Dordogne de nouveaux foyers de contamination qui sont en train de naître. Même en Allemagne, les chiffres sont en train de repartir à la hausse et ainsi de suite. Et ces gens décident, sans nous demander notre avis, sans consulter la population, sans prévenir personne, on est informé que ceux qui partent, les compagnies françaises, ceux qui partent de la France pourront de nouveau transiter, arriver au Cameroun. Et dans le communiqué, ils ont dit qu'ils devront présenter des tests à l'embarquement. Ouais. Un test à l'embarquement signifie que le test peut avoir été réalisé 2 jours plus tôt et que peut-être dans l'intervalle des 2 jours, on a été contaminé par quelqu'un et on ne présente pas encore les symptômes. Donc ils vont prendre l'avion à Paris-Charles de Gaulle, à Orly ou je sais pas où. Ils vont arriver à Nsimalen ou à Douala et on leur dit la quarantaine est volontaire et il y a leurs frais. Donc ils pourront décider de ne pas aller en quarantaine du tout. Qu'est-ce qui nous dit? Quelle est la mesure que le Cameroun prend pour garantir que ces gens qui viennent ne vont pas contaminer ceux qui sont déjà là? Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui vont approuver la décision du ministère des Transports, qui viendront après accuser la population de n'avoir pas fait ce que le gouvernement, qui est plus dans la répression que dans la prévention, je le reprécise, n'a pas fait. C'est une pratique totalement perverse qui met en avant l'économie avant la vie et que je n'approuve absolument pas. Voilà. Pour le Youm, une pratique, selon Wilfried Ekanga, complètement perverse, qui met en avant plus l'économie. Bon, vous savez, au détriment de la vie. Oui, notre gouvernement... L'économie, une fois de plus, s'est pris les devants ici pour cette mesure. Parce que même si vous dites l'économie, on peut toujours relativiser. Notre gouvernement est quand même expert dans l'art du vaudou. Parce que je ne suis pas sûr que le ministre a consulté les syndicats. Je ne sais pas si Air France en a fait la demande, parce qu'il faut essayer d'enquêter par là déjà pour essayer de comprendre pourquoi le ministre français, pourquoi Air France, pourquoi pas Ethiopian Airlines, pourquoi pas Kenya Airways, une autre compagnie africaine. On ne peut pas parler de Cameco parce que vous savez que Cameco a annulé les vols à l'étranger depuis déjà quelques temps. Donc il faut se poser tout ce nombre de questions, essayer de disséquer, voir pourquoi le ministre prend une décision. Comme Ekanga disait... Non, c'est pas lui qui prend la décision. Hein. Non, je veux de la note, je parle de la note, je parle de la note. Mais je vais lire. Il dit ceci, Mm-hmm. Le ministre des Transports dit ceci: Madame le directeur général, en vous faisant tenir 6 juin la thermocopie de la dépêche du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au secrétaire général des services du Premier ministre et dont j'ai reçu copie, par laquelle le président de la République marque son très haut accord pour l'exécution des vols commerciaux de la compagnie Air France, alternativement dans les aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen et de Douala, à raison d'une fréquence hebdomadaire pour la période allant du 4 mai au 30 juin 2020.
Oui, pour moi, quand je dis que le ministre prend la décision, c'est sur le plan technique. Parce que même si c'est la présidence qui donne le cachet. Oui. Ça veut dire que le cachet, la décision finale, c'est la présidence. Mais il faut d'abord que le ministre donne son aval pour dire que sur le plan technique, c'est faisable. Vous savez que ceux qui sont arrivés, le fameux vol du 17 mars, dans ce vol, on a fait des tests. Mais plus tard, on a découvert que des gens avaient du Covid parce qu'il y a des gens qui prennent des médicaments qui font baisser la température. Au moment où on fait les tests, ils ne sont plus positifs et on découvre plus tard qu'ils sont atteints de Covid. Donc, il y a toutes ces dispositions. Est-ce que le ministère des Transports a garanti toutes ces dispositions? Actuellement, si il faut parler de Air France dessert Douala, Yaoundé principalement. Est-ce que les populations qui sont au Cameroun actuellement, Douala et Yaoundé, vont aller en France? Parce que vous savez que même en France, on a commencé le déconfinement le 11 qui était hier. Hier. Est-ce que le déconfinement en France est déjà effectif? C'est vrai, Air France peut desservir d'autres pays comme la Suisse, etc. Mais même là-bas, ces pays sont encore en confinement pour la plupart. Pourquoi donc donner la possibilité à Air France aujourd'hui de transporter des personnes pour amener au Cameroun ou du Cameroun pour l'étranger, en sachant que dans la majorité des pays européens, ils sont encore en confinement et que même le déconfinement là-bas, on l'étudie encore parce que les enfants hier en France, par exemple, j'ai vu, ils ont repris les cours. Ils ont repris les cours, on essaie de certains, voir. hein? Oui, pour certains, justement. C'était sur la base du volontariat. Voilà, tout à fait, pour certains. Donc, eux-mêmes, ils ne sont pas encore certains que le déconfinement qu'ils ont pris, c'est juste, ils sont juste en train de faire une espèce d'expérimentation. On n'a même pas laissé le temps que eux-mêmes disent que dans notre pays ça va, mais déjà chez nous, on donne la possibilité à Air France de faire des va-et-vient. Et entre-temps, eux, on oublie une chose, eux, ils ont une technologie plus avancée, ils ont des conditions sanitaires qui leur permettent de se soigner plus facilement qu'au Cameroun. C'est vrai, je sais, certains m'ont dit qu'au Cameroun, on n'a pas le même nombre de malades, le même nombre de morts, etc. Je ne veux pas entrer dans ce genre de polémique, mais vous savez, actuellement, je crois, pour ma part, il n'est pas conseillé de prendre ce genre de décision parce que jusqu'à présent, les pays les plus touchés sont en Occident. Je ne vois pas l'intérêt que les Camerounais ont actuellement à aller à l'étranger. Si l'Occident était bien, les gens ne viendraient pas ici le 17 mars se réfugier au Cameroun. Si ça avait été une compagnie africaine qui dessert les pays de la sous-région, les pays d'Afrique, j'aurais compris. Mais si c'est Air France, je suis désolé. Pour moi, ce n'est pas la bonne décision. Maître Joseph-Claude Biléka, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Non, je voudrais peut-être l'une des choses que je voudrais dire, c'est que oui. Il faut quand même se dire que ceux qui prennent des décisions ne sont pas des idiots. Oui. Dès qu'on parle de ce principe, qu'une décision est prise sur la base d'un certain nombre de paramètres, d'éléments qui permettent donc à la fin de prendre la décision, il faut donc dire que ceux qui nous gouvernent, s'ils ont pris cette décision, c'est parce qu'ils ont pensé que cette décision était bonne. Je voudrais dire que pourquoi Air France? Parce que c'est Air France qui a demandé. J'imagine quand même que si vous ne demandez pas, on ne vous donne pas. Donc je crois que c'est Air France qui a sollicité et qui a eu sans doute des conditions qui ont été posées pour que cette demande soit acceptée. Voilà, vous parlez des conditions, je vais les rappeler. Ouais. Justement, dans cette correspondance, on dit les passagers des 10 vols devront présenter un test de dépistage négatif au coronavirus à l'embarquement et souscrit à un engagement d'auto-confinement à leurs frais à leur arrivée au Cameroun. Voilà, on va analyser ça tout à l'heure. C'est certaines conditions, mais il y a même d'autres, je pense, qui ont dû être posées un peu plus avant. Tout à l'heure, M. Moula pose le problème. C'est un avion commercial. Est-ce qu'il va venir pour rentrer vide? C'est la question. Est-ce que ces avions ne vont pas embarquer des personnes, parmi lesquelles des Camerounais ici, qui vont aller en France? Donc je dis, il faudra rentrer peut-être au fond de ce deal pour mieux comprendre. Il faut noter également que... C'est bien, vous parlez de deal. Malgré le confinement, oui. N'oubliez pas que actuellement, on a des Camerounais qui sont en train d'arriver. Oui. C'est-à-dire l'avion de Ethiopian Airways ont été réquisitionnés pour aller chercher les Camerounais qui aux sont États-Unis, un peu partout, à Dubaï et autres. Ça veut dire qu'en réalité, le mouvement des hommes continue. Donc, dès lors qu'il y a... repris, on va peut-être dire qu'il a repris. Parce qu'à un moment, déjà, même lorsqu'on avait suspendu, on a fermé les frontières, on est parti chercher des Camerounais un peu partout. Aujourd'hui, on a repris cette manœuvre, aller les chercher. Ça veut dire que le mouvement des hommes
a repris, si le mouvement des hommes a repris, si le déconfinement a repris, on va y peut-être aussi appesantir, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et si le déconfinement a commencé, ça veut dire que ceux qui ont la décision, qui doivent prendre la décision, ont pris des mesures pour que ce déconfinement n'ait pas pour effet négatif de ramener cette pandémie au niveau assez élevé. Je sais que dans certains pays, le déconfinement, ou bien il y a eu d'autres foyers qui se sont réveillés, en fait, appelons ça ici. Comme à Wuhan, où on croyait que le virus avait été vaincu. Mais je dis, s'agissant du transport, il ne faut pas toujours voir, c'est ça le complexe du nègre. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a en face de nous l'ancien colon, tout de suite, on perd la raison. On se dit, non, si on l'a fait, c'est parce que c'est le colon. Tout simplement. On ne peut pas se dire que oui, il y a eu des raisons objectives qui ont amené les autorités à prendre une telle décision. Et que demain, rien n'empêche que qu'on voit d'autres compagnies, en tenant compte naturellement de cet essai, moi j'appelle ça l'essai, on a une période bien déterminée, c'est pas ouvert ad vitam aeternam, c'est une période bien déterminée, et rien n'empêche qu'au bout de cette période, on pourra, même avant cette période, arrêter si on estime que ça nous cause du tort, soit après élargir à d'autres compagnies qui auront fait la demande. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, pratiquement le monde entier est en train de vouloir revivre. Oui. Tout à l'heure, on parlait de l'économie, peut-être on parlera encore un peu plus, oui. Mais certes, il est vrai qu'on devons assurer notre santé, mais la santé... Mais on veut revivre. Est-ce que ça veut dire qu'on a tourné la page du... Je ne dis pas qu'on a tourné, je ne peux pas dire une chose pareille. Oui. Je ne peux pas dire une chose pareille. Mais c'est-à-dire qu'on est en train... Je suivais hier le président sénégalais qui disait, que les Sénégalais doivent savoir qu'ils doivent vivre, ils vont vivre pendant longtemps, avec le Covid-19, nous tous devons nous mettre en tête que même si demain on ouvre tout, le confinement devient total, parce que ce n'est pas total pour le moment, quoi qu'on dise, nous devons continuer à prendre des précautions, chacun d'entre nous, en appliquant les mesures barrières qui nous sont édictées. Parce que le virus, il sera toujours là. La grippe, elle a toujours été là. Peut-être qu'aujourd'hui, certains, on pense que... on a de moins en moins peur, mais on doit avoir peur de cette maladie parce que tous les jours, il y a des nouvelles qui tombent, les personnes qui meurent, je ne cite pas les noms, mais vraiment, tout autour de nous, par exemple, dans mon parti, il y a un communicateur qui est mort récemment. Donc je vais dire qu'en réalité, il faut comprendre que nous devons, chacun à son niveau, prendre les dispositions pour qu'il y ait confinement ou déconfinement, qui prend les dispositions pour que cette maladie puisse être arrêtée, cette pandémie puisse être stoppée. Voilà, Wilfried Ekanga, justement, comme dit Maître Joseph-Claude Biléga, le politique a forcément des raisons objectives avant d'arriver à pour ce qui est des mesures d'assouplissement, comme ça a été le cas le 30 avril dernier. Le gouvernement dit les résultats encourageants, prenant la mesure des résultats encourageants observés dans la mise en œuvre de la stratégie riposte et des conclusions issues de l'étude d'impact socio-économique de cette pandémie sur notre économie. C'est ça qui a poussé le gouvernement à assouplir un certain nombre de mesures le 30 avril dernier, pour dire que le politique s'appuie sur des éléments palpables pour prendre des mesures. Oui, maintenant, il faut voir si les raisons sur lesquelles nous on s'appuie, elles ne sont pas et ne sont pas palpables. Je vais question. Si le Cameroun avait 27 000 morts du Covid-19 et la France n'en avait que 100, est-ce que les Camerounais pourraient y aller en France? Tout le monde connaît la réponse. Bien sûr que non. Et de deux, quand on voit la corrélation, c'est-à-dire la chorégraphie géniale entre le Cameroun et les autres pays d'Afrique francophone, on comprend que c'est le colon qui a pris la décision de reprendre ses vols justement pour son économie à lui. Parfois, il y a un vol pareil à Yaoundé qui va vous coûter 1000 voire 2000 euros par passager. Air France gagne beaucoup plus que la taxe aéroportuaire qu'il va payer une fois à Yaoundé. Peut-être, comme on a une économie moribonde, les petites miettes, je me permets l'expression, qui vont revenir à l'État camerounais ont justifié de la part du Cameroun
Cameroun, le fait de rouvrir les frontières. Mais il ne faut pas que, et je reprécise, ceux qui aujourd'hui approuvent ou du moins trouvent des circonstances atteignant à ce gouvernement accusent après la diaspora ou ceux qui seront venus d'être venus alors que c'est la protection civile du Cameroun qui a décidé d'ouvrir l'entonnoir. J'aimerais préciser à M. Biliga qu'il ne faut pas confondre le rapatriement de nos compatriotes en Chine avec ce qui se passe actuellement avec Air France. Rien à voir. Les Africains, parce qu'ils se méprisent d'abord eux-mêmes. On voit des policiers qui tirent sur des étudiants dans la rue pour un rien, sans donc mépriser aussi par d'autres personnes, comme on le voit en Chine, avec les Africains qui sont tabassés, les gens qui sont maltraités de part et d'autre. Il y a des gens qui vous écrivent des messages et qui vous disent « l'État nous a abandonnés ici au Moyen-Orient, ici en Asie, on aimerait rentrer ». Là, il s'agit d'un cas de force majeure où la patrie a l'obligation de protéger les citoyens qui sont en danger quelque part dans le monde. Dans le contexte diplomatique, c'est ce qu'un pays, justement, comme la France, qui est l'une des meilleures diplomaties au monde, fait. Même si c'est au Kazakhstan qu'on emprisonne l'un des leurs, ils vont essayer d'aller le chercher, quel que soit le contexte. Or, actuellement, il n'y a aucun signe, il n'y a rien qui nous dit que le gouvernement a estimé que les Camerounais de France étaient en danger. Bien au contraire, les Camerounais qui vivent en France, certains même qui sont rentrés au pays, malgré le grand nombre de morts, regrettent de n'être pas restés en France. Quand on est confiné, quand on évite les gens, quand on applique les gestes barrières et quand on est jeune surtout, comme la population africaine, il y a une forte probabilité de rester en vie. Donc, en fait, quand on est en Occident, quand on est en France, quand on est africain, quand on est jeune et qu'on prend des précautions, on ne va probablement pas mourir, même si ça peut arriver. Ce n'est donc pas la raison pour laquelle Air France ouvre encore ses frontières actuellement. C'est parce que Air France est au bord du rouleau. Et comme l'Afrique a toujours été la poubelle en quelque sorte de l'histoire, parce que c'est assez incroyable, la Guinée équatoriale, le Gabon, les pays frontaliers du nôtre ont fermé leurs frontières. Parfois, lorsqu'un routier arrive à la frontière équato-guinéenne, il est obligé de descendre et c'est un routier de la frontière qui reprend les camions et qui continue parce qu'on ne veut pas de contamination du Covid-19. Mais on prend une compagnie qui est à 6000 km et c'est elle maintenant qui va pouvoir entrer dans le pays parce qu'elle l'a décidé. Et tout cela se passe pile poil au moment où la France décide du déconfinement. La France a décidé pour elle que c'est le 11 mai. L'Allemagne, qui est limitrophe à la France, n'a pas pris les mêmes mesures. Pourquoi est-ce que le Cameroun, qui est à 6 heures de vol, est en train d'appliquer des mesures d'assouplissement à l'instant T où la France décide de rouvrir les frontières? J'insiste, on est dans la continuité du néocolonialisme. On va parler peut-être des bars tout à l'heure. C'est comme par hasard, un groupe français, Castel, qui préside des bars et qui entraîne l'ouverture des vannes. C'est comme par hasard, justement, avec la France que le Cameroun entame une diplomatie avec l'ambassadeur Christophe Guilot en pleine crise du Covid-19. C'est la France, c'est toujours la France. Donc, M. Biliga qui parle d'essais, on va voir si ça ne marche pas, on va faire des essais et on va voir, il ne faut pas se barricader devant le colon. Moi, je dis, l'irrationalité consiste bien au contraire à répéter les mêmes erreurs face aux mêmes bourreaux et en se disant que le résultat sera un autre. Si on veut faire des essais, on ne les fait pas avec des humains. Si on veut faire avec des humains, il faut qu'on fasse des essais sanitaires, comme le propose Samuel Cléba, comme le propose Madagascar avec la Primisia, comme le propose Valentin Ago avec la pivirine. C'est ce type d'essais-là dont nous avons besoin et qui, curieusement, sont empêchés par justement les mêmes acteurs internationaux. J'estime que la vie de nos compatriotes est très importante pour être mis sur l'escabeau des calculs économiques. Parce que pour faire l'économie, il faut déjà être en vie. Voilà, il y a une réaction. D'abord, Paul, vous voulez réagir à la suite. Je voudrais dire, quand j'écoute Maître Biliga dire que ceux qui ont pris la décision, les hommes politiques de son parti, il faut préciser le gouvernement de son parti, quand ils ont pris la décision, c'est avec des critères objectifs. Ça me rappelle la catastrophe des ECA. Rappelez-vous, je crois que c'était en 2016, si ma mémoire est bonne. Le 21 octobre 2016. Exactement. Où il y a eu des bus sur l'axe Douala-Yaoundé. On a dit aux gens, bon, comme la route ne passe plus, vous devez aller prendre le train. Le ministre, quand il prenait sa décision, le RDPC disait, c'est-à-dire au moment où il faisait le communiqué, non, c'est objectif. Pourtant, nous autres, nous ne connaissons pas les critères. On a tous vu ce qui s'est passé, des morts, et aujourd'hui, près d'une centaine de disparus encore. Parce que moi, je connais personnellement
une dame qui a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a retrouvée. Et justement, le ministre avait pris la décision. Il disait non, les critères sont objectifs. À la fin, on a découvert qu'il n'y avait aucun critère objectif parce que, premièrement, le train était en surcharge par rapport aux capacités. Le chauffeur du train, je ne connais pas le nom technique qu'on lui donne, avait signalé que nous ne pouvons pas. Ils sont allés. Donc, si Maître Biliga me dit encore aujourd'hui que c'est des critères objectifs et qu'il y a une catastrophe demain, j'espère qu'ils assumeront cette décision. Voilà, Maître Biliga. Je vais d'abord dire une chose, je ne confonds pas le rapatriement aux vols commerciaux. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un mouvement des êtres humains, d'un côté comme de l'autre. Autant des Camerounais qui viennent par les vols commerciaux entrent dans un avion pour arriver au Cameroun, autant ceux qui sont aux États-Unis, au pays où le taux de contamination est très élevé par rapport au Cameroun, sont quand même venus, ils viennent quand même également. Donc je veux dire que c'est cette comparaison que je voulais faire, pas une question de truc. Et j'ai dit que au niveau des vols commerciaux, c'est peut-être l'ouverture qui commence. Rien n'indique que demain, il n'y aura pas une autre compagnie. Tout à l'heure, lorsqu'on a commencé, on parlait de l'UDC hier en disant la critique est très facile. Lorsque j'entends M. Wilfried Claude Kanga parler de la France, je ris. Parce que lorsqu'on regarde son parti politique, tous les courriers qui sont adressés au ministre camerounais sont envoyés à la France, à l'Union européenne. Tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire même lorsqu'on a fait les ultimatums contre le président Biya, c'était ampliation, Union européenne, États-Unis, France, etc. Et jamais tu ne verras Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, etc. Donc je veux dire, c'est très facile de dire les colons. Ce réflexe de colons, je crois que peut-être que si on va y aller, ceux qui veulent remplacer sont peut-être plus, je veux dire, ancrés dans cette réflexe de colon, c'est-à-dire de coloniser, que ceux qui sont aujourd'hui. Parce que j'imagine mal comment est-ce qu'on peut faire une correspondance au ministre de la Santé, on fait une correspondance au ministre de la Justice, et que cette correspondance est ampliée, non pas aux pays africains à la limite, qui sont peut-être des voisins, mais aux pays européens, dont on dit tout de suite là, et M. Kangasson de dire que oui, la France, mais oui, si vous estimez que la France est un pays colonialiste et que nous continuons à nous comporter comme des colonisés, n'écrivez pas à la France, n'allez pas à la France, n'allez pas faire vos tournées en mettant le drapeau Cameroun français à côté du drapeau français à côté du drapeau camerounais. C'est ça la réalité. C'est-à-dire c'est facile de critiquer. Donc je dis, il faut toujours se dire une chose. Ceux qui prennent des décisions ne sont pas des idiots. Ils peuvent se tromper, comme nous tous on peut nous tromper, nous faut nous tromper. Même lorsqu'on prend les décisions de confinement, à un moment donné, vous imaginez qu'en France, par exemple, on avait pensé qu'on devait déconfiner en laissant les vieux, c'est-à-dire des seniors, depuis 65 ans, eux ne devaient pas être déconfinés. Après, il y a eu une sorte de tollé général, on a dit, en Algérie, ce sera en train de faire. En Algérie, les plus de 105 ans ne seront pas déconfinés. Ça veut dire qu'en réalité, dans chaque pays, il y a des actes qu'on peut poser qui peuvent être des actes qui peuvent être modifiés. Parce qu'en fait, comme la loi, elle est dynamique. L'être humain n'est pas statique. Il réfléchit, il peut se tromper. Il a l'obligation, lorsqu'il se trompe, de se rectifier. C'est pour cette raison que je dis, pas pour dire que nous devons jouer le cobaye, mais si c'est cela, je dis, lorsqu'on prend des décisions en France ou aux États-Unis, ces décisions parfois sont rapportées. Elles sont rapportées parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé à un moment donné et très vite. Ce qui est donc le problème, c'est pas de se tromper, mais de ne pas qu'on parle qu'on s'est trompé et qu'on peut faire la marche arrière. C'est pour ça que je dis, si aujourd'hui, la décision qui a été prise à la légère, pour moi, elle n'a pas été prise à la légère, et qu'on se rend compte au bout de quelques jours, et c'est pour cette raison que j'ai parlé d'essai, parce que la période est bien déterminée, le nombre de vols est bien limité. Ouais, c'est pour l'hebdomadaire, une fois par semaine. Voilà. Nous on a vu Air France faire le vol tous les jours ici. Donc c'est bien limité, ça veut dire que le risque est amoindri. Le risque est amoindri. Ne parlez pas de l'argent, parce que vous parlez de l'économie. Si vous parlez de l'économie, je dis également là, nous sommes dans un village planétaire. Quelle est l'économie aujourd'hui qui n'est pas négativement impactée par le Covid? Il n'y en a pas. Donc, pour vous, c'est le Cameroun, parce que vous, dans votre cerveau, lorsque vous parlez du Cameroun, c'est la mauvaise gouvernance. Mais si on part donc du principe que même en France, même aux États-Unis, même au Portugal, en Allemagne et partout, et en Italie, l'économie est en train de subir les effets de Covid-19, votre rengaine, selon laquelle le Cameroun est en train de chercher de peu d'argent,
ne tiendra pas, puisque tous les pays sont sur le même pied, sont aujourd'hui dans la merde, dans la racke du fait de Covid-19 au niveau de l'économie. Voilà, Wifi de Kanga, le 17 mars dernier, le gouvernement du Cameroun, par la voix du Premier ministre, on a pris un certain nombre de mesures, 13 au total. Le 30 avril dernier, le Premier ministre également a annoncé l'assouplissement et le soutien par rapport à ces mesures. Et la semaine dernière, le gouvernement est revenu à la charge pour dire, parce qu'on a vu le comportement des Camerounais après le 30 avril, pour eux, pour beaucoup de Camerounais, c'était la fin de l'épidémie au Cameroun. Mais aujourd'hui, avec cette mesure, quelles peuvent être les conséquences? Est-ce que les chiffres peuvent aller encore augmenter, comme on le voit depuis quelques jours, avec ces vols? Oui, il faut apporter une précision sur quelque chose. D'ailleurs, M. Biliga l'a dit tout à l'heure, et c'était avec brio. Le refus de déconfiner les vieux, notamment en Afrique septentrionale, les pays d'Afrique du Nord. La raison principale, c'est-à-dire le motif principal pour lequel il n'y a pas autant de morts en Afrique que dans les pays occidentaux, pour l'instant, c'est que la population africaine, notamment la population camerounaise, est d'une extrême jeunesse. L'âge moyen du Cameroun est inférieur à la majorité pénale, il est moins de 18 ans. Et les jeunes sont beaucoup plus résistants au Covid-19 parce qu'il n'est pas, comme on dit, virulent. C'est un virus si farouche que ça quand le système immunitaire répond très bien. Vous pouvez présenter de légers symptômes, mais ça va. Les pays occidentaux, en revanche, les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, ont une espérance de vie chez les femmes qui peut aller jusqu'à 87 ans en moyenne. Or, au Cameroun, au total, on est il y a près de 56 ans. Donc, c'est une population relativement jeune qui fait qu'il est possible qu'une très grande partie de la population camerounaise, à l'heure actuelle, ait déjà contracté le virus, mais n'en a pas conscience parce que le système immunitaire répond. On dit à quelque chose, malheur répond. Je ne sais pas si on doit se réjouir du fait que nous mourons assez vite et donc, heureusement, nous faisons beaucoup d'enfants. On est jeunes, ou plutôt s'offusquer du fait que, on ne vit pas assez longtemps parce que le système sanitaire ne répond pas. Mais en tout cas, c'est la principale raison. Ce n'est pas parce que le gouvernement a pris de bonnes mesures. Si on avait une population aussi vieille qu'en Italie, ne pensez pas que Dieu déteste plus les Italiens que les Camerounais. C'est à Rome qu'il y a le siège du Vatican. Donc nous aurions eu la même hécatombe parce que comme les Italiens, on a laissé les frontières ouvertes, comme les Français, les Espagnols, les Allemands, on a confiné assez tard. Dans la même hécatombe, nous serions arrivés. Maintenant, comme nous pensons qu'on a eu l'énorme chance que les choses ne nous tombent pas sur la tête avec la même virulence, on se met à penser qu'on peut tout se permettre. Et c'est pour ça qu'on voit certaines mesures comme celles que vous avez, qui ont été avancées. Mais avant d'y arriver en profondeur, j'aimerais rappeler à M. Biliga de faire attention. Le crabe doit être très prudent avec ses pinces, sinon il va se couper la propre tête. Vous faites de la récupération politique sur un élément sanitaire alors qu'on nous reproche de faire de la récupération politique. C'est-à-dire, c'est exactement ce que Malcolm X disait en 65. Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. C'est cela être un criminel. Avant de fermer la parenthèse, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas que la France, les Nations Unies, et je ne sais pas auquel le MRC s'est adressé, il y a aussi l'Union africaine, vous l'avez peut-être oublié. On ne refuse pas la coopération avec les Occidentaux, on veut le partenariat d'égal à égal. Ça veut dire qu'un pays ne peut pas décider unilatéralement, parce que c'est lui qui a déconfiné le 11 mai, que les pays africains aussi doivent déconfiner, alors que les pays limitrophes de ce pays-là même n'ont pas encore ouvert les frontières à ce pays-là. C'est une hérésie. Le monde est un village planétaire, oui, mais il faut savoir qui est le chef du village. Actuellement, la France est la seule qui décide à quel moment elle va ouvrir ses frontières et quand est-ce qu'elle va aller où. Je ne crois pas que les Camerounais auraient pu décider quand ils auraient eu envie que maintenant ils peuvent arriver en France. Ce sont davantage des injonctions qu'autre chose. Dans la foulée, donc, c'est la continuité des mesures qui avaient été prises avant l'ouverture des bars, par exemple. Parce que encore le groupe Castel, un groupe de plus de 50 ans, parce qu'il existe depuis 1949, créé par Pierre Castel, un autre groupe français, a vu que son économie était moribonde et qu'il fallait la redresser. Et sur la vie des Camerounais, on a rouvert les bars. Les écoles sont fermées alors qu'on peut encore maintenir une certaine distance et on invite les gens à aller se coller, c'est vrai, dans les boîtes de nuit en prétendant combattre le Covid-19. Encore parce que le groupe Castel l'a dit.
Donc, il faut pas, on va pas faire de comparaison de colonialisme entre Paul Biya ou son opposition. Il est quand même le seul président en Afrique actuellement qui a reçu un ambassadeur étranger en pleine crise du Covid-19. Et comme par hasard, c'était un ambassadeur français. Moi, je ne veux pas que notre génération tombe dans les mêmes pièges que la génération d'avant à parler d'économie, alors qu'en fait, l'économie, c'est les arrangements économiques de la puissance impérialiste qui a besoin de se refaire de l'argent. Donc, les mesures qui ont été prises, certaines, c'est-à-dire, on voit des dons qui sont, enfin, des appels au FMI, des masques qui viennent, du matériel qui vient, mais en même temps, on voit des mesures qui donnent l'impression que les Camerounais, enfin, les autorités camerounaises se sont arrangées avec les acteurs internationaux à faire tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour augmenter les cas de coronavirus en Afrique. C'est presque comme si les Européens étaient très fâchés, très tristes, très jaloux de voir que les chiffres chez nous sont aussi bas et donc ils attaquent de tous les côtés. On ouvre les frontières avec Air France, on ouvre les bars avec le groupe Castel. En fait, on ouvre tout et on ne sait plus dans quelle direction on va. Donc, il vaut mieux jouer la carte de la prudence et se tromper que jouer la carte de la naïveté et le regretter et après quand il sera trop tard. Et nous de la diaspora, je répète pour une troisième fois, n'aimeront pas être accusés pour quelque chose que la protection civile camerounaise aurait dû faire. Ce que le Cameroun doit faire actuellement, c'est garder ses frontières fermées. Voilà. Juste une seconde. Oui, allez-y donc. Je voudrais me permettre de rouvrir la parenthèse rouverte tout à l'heure par M. Kenga pour lui dire ceci. Je sais bien que l'Union africaine, le courrier de MRC a été adressé à l'Union africaine, était ampliataire. Mais aucun pays africain ne l'a été. Par contre, l'Union européenne était ampliataire et d'autres pays européens étaient ampliataires, parmi lesquels la France. Pouvez-vous imaginer un seul instant, M. Kenga, que Mme Le Pen ou M. Mélenchon puissent faire une correspondance adressée au ministre de la Justice et qu'ils mettent comme ampliataire le président Paul Biya? Vous pouvez imaginer ça? Pouvez-vous imaginer que un président, que Madame Le Pen écrive à, à l'ambassadeur du Cameroun ou bien au ministre camerounais des Affaires étrangères et des Relations extérieures pour lui dire qu'il a reçu, que son président a reçu un ministre, un ambassadeur dans le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire en réalité, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que vous réagissez exactement ce que vous faites, ce que vous reprochez aux ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous qui voulez changer. Vous deviez apporter le changement en disant, nous n'écrivons pas la France, parce que pour nous, la France ne peut pas être ampliataire de courrier que nous adressons au Cameroun, au président camerounais ou bien au Camerounais, au ministre du Cameroun. Est-ce que Madame Le Pen peut le faire? Est-ce qu'elle peut écrire encore une correspondance adressée à écrire à un ministre camerounais pour une affaire française? Non. Si vous le faites de MRC, il ne faut donc pas reprocher à ceux qui sont au pouvoir de faire ce que vous allez faire, mais plus grave encore lorsque vous serez au pouvoir. Vous devez plutôt nous montrer l'exemple en disant, nous ne faisons pas comme vous faites aujourd'hui. Vous liez, vous abritez sur le fait que vous dites que c'est la coopération. Eh bien, comprenez donc que le Cameroun, le gouvernement actuel, a comme premier partenaire la France. L'ignorer, c'est faire preuve de naïveté politique. Et vous le savez. Donc si vous admettez donc que le Cameroun a comme partenaire la France et que pour cette raison il peut avoir un certain nombre de relations, admettez donc qu'on puisse, par exemple, recevoir l'ambassadeur de France à sa demande, qu'on puisse accepter à la demande de la France, de Air France, oui, que son avion arrive ici, et qu'on puisse se dire, si la situation se normalise, d'autres compagnies peut-être pourront venir, ou bien on va arrêter au bout d'un bon bout de temps, au bout d'un moment, si on se rend compte que ça ne marche pas. Ok, Wilfried, il répond rapidement à Maître Biliga, puis on revient pour clore ce débat. Wilfried Kanga. J'ai envie de rester dans le sujet. C'est bien quand vous êtes enfoncé sur le terrain politique, on voit qui fait de la récupération actuellement. Je vous réponds en une seule phrase. Marine Le Pen ne va jamais aller au Cameroun parce qu'il n'y a aucun Français qui a dit qu'il est le meilleur élève du Cameroun. Et donc on va estimer qu'il faut aller rendre compte au Cameroun. Je crois que vous suivez assez mon regard.
Pour rester dans le sujet sanitaire, la Corée du Sud, pour un seul patient, il ne faut pas 1000 personnes pour contaminer un peuple. Une seule personne suffit. Un homme de 29 ans est allé dans des discothèques à Séoul il y a 3 jours. C'est vrai. Il avait des symptômes du Covid-19. Rien qu'à cause de lui, on a fermé les bars à Séoul. Vous avez encore ouvert les bars avec la France au nom de la coopération. Si la vie se retrouve sur l'échiquier, sur la table de l'échiquier, on ne parle plus à la légère de la coopération. La coopération, c'est égal à égal le compromis quand les vies ne sont pas la priorité principale. Quand les vies entrent en jeu, on est dans un cas de force majeure et on ne procède pas de la même manière. Les Français, les Allemands, les Italiens, les Anglais se sont ignorés mutuellement. Chacun a pris les mesures qui lui convenaient le mieux. Ce n'est pas le Cameroun qui n'est même pas sur le continent européen qui va aller, alors que ses propres voisins ne se sont pas encore accordés avec lui, qui va aller dire au nom de la coopération que oui, on va ouvrir les frontières avec la France. Il y a d'autres moyens de renflouer les caisses. Il faut diversifier son économie, produire localement, faire comme la Russie, qui était devenue le premier producteur mondial de céréales quand on avait on avait mis un embargo contre Vladimir Poutine à cause de l'annexion de la Crimée. Nous, on peut profiter de cette crise et faire du made in Cameroun à grande échelle qui nous fera prospérer après. On ne va pas sacrifier les vies des Camerounais sur l'autel d'une économie dont nous ne sommes même pas les plus grands profiteurs. C'est une hérésie, je suis désolé. Voilà, Poléum, une minute, les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs qui ouvrent depuis le 30 avril dernier, après 18 heures. Et il y a cette correspondance, Air France va recommencer ses vols. Douala, Yaoundé, Ntimalen, une fois par semaine. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur? Oui, avant de pour les chiffres à votre question, permettez-moi de dire une chose. L'ambassadeur de France n'était pas dans une visite anodine. Le président de la République a reçu l'ambassadeur de France parce que la France voulait apporter un apport au Cameroun. Rappelez-vous que le même jour, après sa visite à la présidence, il est directement allé au ministère de la Recherche scientifique pour dire au ministre que la France va apporter 10 millions d'euros au Cameroun, et c'était pour un certain nombre de promesses. Donc là, on peut comprendre pourquoi l'ambassadeur de France a été aussi à président de la République. Maintenant, pour revenir à votre question, sincèrement, nous sommes dans ce que j'appelle la logique des incohérences. On annule la célébration du 1er mai, fête journée internationale du travail. On annule la célébration du 20 mai, fête nationale du Cameroun, mais on procède à la réouverture des bars, des snacks, des boîtes de nuit, tout ça. Et vous constatez une chose, depuis qu'on a rouvert les bars, les chiffres vont crescendo. Avant, on pouvait aller peut-être 20, 30, 40 cas, où on fait des journées, mais on en a 110 nouveaux cas. Je dis 110 nouveaux cas en une journée. Ça veut dire qu'on le veuille ou pas, il y a un impact. À côté, on vous parle même de la réouverture des écoles au 1er juin. Il y a votre confrère Sifet Chokoga qui m'a posé ces questions ce matin. Et je lui disais, je ne vois pas par quel mécanisme on va reprendre l'école le 1er juin. Non, le Premier ministre a dit en fonction de l'évolution. Ce n'est pas encore arrêté. On attend la sortie du Premier ministre. Non, moi je dis que même cette date, évoquer cette date, c'est trop prématuré. Parce que quand vous regardez les mesures qui ont été prises, disons les mesures d'assouplissement... En même temps, on ne va pas aussi surprendre les enseignants et les élèves pour dire que bon, voilà, vous recommencez lundi. Vous savez faire passer un enseignant ici qui a dit que les syndicats n'avaient pas été consultés. Oui. Donc, dès qu'on me dit que les syndicats n'ont pas été consultés, on considère qu'on n'a pas consulté les enseignants. Il faut prendre acte de cela. On n'a pas consulté les enseignants. Maintenant, dans les 13 mesures d'assouplissement, il n'y a pas seulement la réouverture des bars, des snacks, tout ça. J'ai vu des gens ici faire un jeu de pirouette où les gens essaient de nous expliquer que le crédit de TVA était une subvention. Je ne sais pas si c'est la même école de gestion que nous autres avons faite, parce que le crédit de TVA, il s'agit de quoi? C'est comme je vais à la boutique, je donne 1000 francs au boutiquier pour un produit qui est à 700 francs. Il dit que je garde tes 300 francs, tu viens prendre ça plus tard. Quand je viens prendre mes 300, il me dit qu'il me subventionne. C'est fou! C'est mon agent qui me remet. Donc, il y a un certain nombre. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas accompagné les entreprises. Ils n'ont donné aux entreprises que ce qu'elles ont de droit. Donc, il n'y a eu aucune accompagnement. Et c'est pour ça que Monsieur Bel Ayangma, qui est président du CAM, a parlé de mesures 25 milliards de francs CFA. Oui, mais il a parlé de mesures cosmétiques. Le GICAM a fait un autre communiqué pour dire que c'est du saupoudrage. On veut plus. C'est vrai. Mais l'autre chose aussi que je voudrais dire à certains hommes d'affaires dans ce pays, c'est que le Covid-19, la pandémie ne doit pas être l'occasion
où les gens vont continuer à prendre l'argent, mettre dans les poches et venir se placer devant le gouvernement, dire que non, il y a le Covid, il faut nous aider, machin, truc comme voilà, ça. Merci. Il faut qu'on arrête ce jeu. Voilà, merci. C'est l'heure du journal parce qu'il est déjà là. Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la controverse autour de l'artémisia. Vous le savez, c'est une plante médicinale qui est au cœur d'un protocole thérapeutique traditionnel administré à Madagascar, en Chine et dans d'autres pays qui font face à la pandémie du coronavirus. Quelle est la réalité au Cameroun? De nombreux chercheurs scientifiques se plaignent du manque d'intérêt gouvernemental pour la pharmacopée traditionnelle et surtout l'artémisia, dont l'une des plantations avait été détruite en novembre 2019. Nous sommes allés sur les traces de cet autre cultivateur de cette plante médicinale. Il s'exprime dans le journal de 20 h. Nous parlerons également ce soir des plaintes des autorités administratives locales. De nombreux hôpitaux publics situés dans l'arrière-pays manquent cruellement d'équipements médicaux et autres matériels de protection individuelle pour faire face aux risques élevés de contamination au Covid-19. Nous en parlerons notamment dans le département du Ndian, situé dans la région du Sud-Ouest. Et ce soir, nous évoquerons comment un journal catholique en ligne révèle que le pape François et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont à nouveau mis la pression sur le gouvernement camerounais pour établir un accord de paix et un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone, 7 mois après le grand dialogue national. Où en est-on? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20 h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie. Equinox Soir. Tout de suite après le 20 h le plus attendu de la planète, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Tout de suite, madame, monsieur, le 20 h le plus attendu de la planète.